elle a de nouveaux éléments qui justifieraient, d'après elle, d'après la Chambre de l'instruction de Dijon, une mise en examen de Jacqueline Jacob. Mais en fait, la justice, elle a toujours continué. Ça mouline. Ce dossier, il est rouvert depuis 2008. Et depuis, il y a eu des rebondissements en 2017, comme on l'a vu. Mais ce couple de personnes qui avait été mis en examen, finalement pour enlèvement et séquestration suivie de mort de Grégory, leur mise en examen a été annulée pour vice de forme. Oui. Donc la justice a continué à essayer de trouver autre chose, entre guillemets, contre eux. Et elle a trouvé ? Alors, la justice pense avoir trouvé, mais il faut pas se leurrer. Ce ne sont pas des preuves en béton armé, ce n'est pas de l'ADN, ce ne sont pas des empreintes digitales. Il y a un faisceau d'indices qui démontrerait que Jacqueline Jacob a pu être le corbeau, et notamment qu'elle serait l'auteur de la lettre de revendication du crime qui est parvenue aux parents, qui a été postée le 16 octobre 84, donc le soir de la disparition de Grégory. Et c'était une lettre, c'était en cursive, et cette lettre, elle disait « J'espère que tu mourras de chagrin le chef, ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils, voilà ma vengeance, pauvre con ». Et là, un rapport en stylométrie, donc la stylométrie... On va expliquer ce que ça veut dire dans un instant, parce qu'en fait, oui, on a tendance à confondre stylométrie et graphologie, mais c'est vrai que le soupçon principal, pour l'instant, c'est de se dire... Elle est le corbeau de l'affaire Grégory. Cette lettre dont on vient de parler, elle serait, mais c'est le soupçon, c'est pour ça que je disais que je l'affirmais ainsi. Elle aurait écrit cette lettre qu'on a vue tout à l'heure. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi l'appel qui a été fait. Donc là, on parle vraiment de cet appel qui a été conservé par les époux Villemain, l'appel anonyme qui revendique aussi le meurtre, qui a eu lieu le soir même. Cet appel, quand un journaliste de TF1 le fait écouter à René Jacob, qui est l'autre grand-oncle du petit Grégory, eh bien, il a reconnu la voix de Jacqueline Jacob. Oh, et qui c'est, dis-moi ? Qui ? C'est Jacqueline, ça. Vous avez dit Jacqueline, vous pensiez à Jacqueline Jacob ? Oui. Ce moment est troublant et c'est pour ça que les enquêteurs continuent à enquêter sur elle. Il a reconnu sa voix et même son rire. Voilà, en fait, les gendarmes ont repris René Jacob après ce reportage de TF1 pour lui faire confirmer. Il a dit qu'effectivement, il reconnaissait, je pense reconnaître la voix de ma belle-sœur Jacqueline. Et surtout, c'est surtout son rire que j'ai reconnu. Donc, il a confirmé. Donc, ça fait partie des 9 éléments que la justice ressort aujourd'hui pour dire, voilà, ce sont des indices graves et concordants contre Jacqueline Jacob. Comment on analyse un message vocal comme celui qu'on vient d'entendre? Comment on analyse une lettre, comme la lettre du corbeau qu'on a regardée tout à l'heure? Il y a des analyses qui sont graphologiques, des analyses stylométriques. Il faut que vous nous expliquiez la différence. Tout à fait. Alors déjà, la graphologie, c'est un terme erroné. Parce que la graphologie, c'est l'analyse psychologique d'une personne à travers son écriture. C'est ce qu'on appelle dans les laboratoires la comparaison d'écriture. Ça, c'est la première chose. La comparaison d'écriture va travailler à la fois sur ce qui ne se voit pas, les marges, les espaces entre les lignes, en fait, l'ordonnance, les espaces entre les mots, est-ce que les lignes sont tombantes, est-ce qu'elles remontent, ou est-ce qu'on commence une marge, etc., avant de s'attaquer à la morphologie même des lettres. Et pourquoi ? Parce que autant on arrive à déguiser une lettre et à se contrôler lorsqu'on déguise une lettre, une forme de lettre, autant ce qui n'est pas visible, notre cerveau ne peut pas se concentrer pour changer l'ordonnance. Ce qui fait que ça, c'est très caractéristique. La deuxième chose dont on a parlé, c'est la stylométrie. Cette fameuse stylométrie qui est ressortie tout d'un coup avec l'appel à une société suisse pour travailler là-dessus. En fait, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on appelle la linguistique forensique, c'est-à-dire la linguistique au service de la criminalistique, une trace comme une autre, qui fait que nous avons une voix qui nous est propre, mais nous avons aussi notre langage, notre phrasé, notre sémantique, nos mots de vocabulaire qui sont hérités de notre milieu social, de notre éducation, de notre environnement immédiat et qui font que
lorsque j'écris une lettre anonyme spontanément, c'est-à-dire sans réfléchir avec mes mots de haine ou de revendication ou autre, je vais garder le même style de phrase, mes erreurs grammaticales, mes idiotismes, mes barbarismes et ce qui fait le terreau du langage commun, vernaculaire, local. Donc si je vous entends bien, c'est censé être assez fiable. Mais à condition que ça ne soit pas seul. Parce que, comme je vous ai dit, c'est issu d'un milieu social, d'une éducation, d'un terreau local. Et en l'espèce, nous avons les mêmes ingrédients pour l'ensemble des protagonistes. Donc, vous écoutez différentes interviews des protagonistes, vous allez retrouver les mêmes barbarismes, les mêmes erreurs grammaticales, etc. Donc, là-dessus, ça devient beaucoup moins fiable. Mais là, on a l'impression que cette analyse stylométrique, elle semble désigner la grand-tante du petit Grégory. Et pas seulement, on va entendre aussi tout à l'heure son époux, parce que cette lettre qui revendique le meurtre, dont vous parliez tout à l'heure, il y a le mot chef dedans. Et c'est vrai que le père du petit Grégory était appelé le chef par Marcel Jacob, le grand-oncle. Oui, mais ça ne suffit pas, je dirais. Le chef, dans la famille, tout le monde appelait Jean-Marie Villemain le chef, parce qu'il avait eu le tort, aux yeux des autres, qui étaient restés ouvriers de base dans les filatures, d'avoir été bombardé contre-maître très jeune. Et donc, il était surnommé le chef. Mais cette analyse en stylométrie, elle ne se préoccupe pas seulement de ça. Il y a Adieu mes chers cons, il y a l'argent qui revient tout le temps, il y a des termes qui reviennent tout le temps. Mais elle se base aussi sur la syntaxe, sur la logorée, sur des groupes de voyelles, des groupes de consonnes, il y a tout un machin. Et en tout cas, cette expertise stylométrique décrète qu'une lettre du mois d'avril 83, envoyée à Albert Villemain, où le corbeau disait « En fait, je vais m'arrêter, il y avait plein d'insultes, mais tu sauras jamais qui je suis, je vois que tu vas mal, c'est très bien comme ça, adieu, adieu mes chers cons ». Cette lettre, plus la lettre de revendication du crime du 16 octobre, aurait été écrite de la main gauche, probablement, par Jacqueline Jacob. Et que les autres écrits, l'expertise en écriture le disait déjà, les 2 précédents écrits étaient déjà attribués à Jacqueline Jacob. Donc, dans cette histoire, elle serait le corbeau. Voilà. Et la mise en examen probable, possible, pour association de malfaiteurs criminels, ça ne veut pas dire qu'elle aurait tué l'enfant ou qu'elle l'aurait enlevé. Oui, parce que précédemment, elle était mise en examen pour séquestration et assassinat. Ouais, désormais, c'est association de malfaiteurs. Donc, ça veut dire qu'elle a pris sa part. Enfin, elle est soupçonnée d'avoir pris sa part. Oui. Mais elle n'est pas pour autant soupçonnée d'avoir tué le petit garçon. Exactement. Elle aurait pris part. Enfin, ce qu'ils disent à la chambre de l'instruction de Dijon, c'est qu'en fait, ils souhaitent sa mise en examen pour association de malfaiteurs criminels. C'est différent. En général, c'est réservé aux gros voyous, aux terroristes, etc., cette incrimination. Et pour avoir, à l'Épanche, au Moncey, dans les Vosges, en 82, 83, 84, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de préparer le crime contre Grégory Villemain et l'enlèvement. Voilà. Et tout ça en proférant des menaces de mort réitérées, appels téléphoniques malveillants, en revendiquant par un écrit posté le 16 octobre l'enlèvement et l'assassinat de l'enfant, et également par un appel téléphonique anonyme. C'est ça. Elle répète en tout cas qu'elle est innocente, c'est ce que fait savoir son avocat. Oui. Ce n'est pas dit non plus qu'elle parle, puisqu'a priori elle sera entendue prochainement par la justice, mais quand elle avait été interrogée précédemment, elle n'avait rien dit, elle était restée mutique, et elle clamait son innocence à côté de son époux sur BFM TV il y a 4 ans. Je vous ferai la peau à la famille Villemain, cette fameuse lettre, Villemain avec une faute, A-I-N à la fin. Ah, c'est cette lettre qu'on vous accuse d'avoir écrite, c'est faux? Non, ben c'est faux, hein, j'ai jamais écrit. Hein. Non. Hein. Ils ont bousillé notre famille. Ah oui, ils l'ont brouillé. Ils l'ont bousillé. Ah oui. Une question d'ailleurs, pourquoi l'époux n'est plus inquiété, on sait ou pas? Alors, il y a, dans l'ensemble de l'enquête, il apparaît que l'époux est sous la coupe de son épouse. Donc, il a dû certainement participer à certaines choses, mais l'élément moteur du couple, c'est elle. Et c'est reconnu par la famille, c'est fort. Là-dessus, Patricia pourrait le dire aussi bien si ce n'est mieux que moi. Donc, c'est tourné vers elle. Et je rappellerai que l'œil du cyclone sur les époux Jacob avait commencé en 1993. C'est le juge Simon qui avait prévu tout un ensemble d'actes
vers ce couple pour creuser, parce qu'il est retrouvé à différents endroits stratégiques dans l'affaire, au moment de l'enlèvement, dans les lettres anonymes, les appels. Et hélas, le juge Simon a fait son AVC et s'est passé à l'as, et ce n'est ressorti qu'en 2017.